Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Si on doit parler d'une arme qui a marqué l'histoire et ça peu importe sa forme ou même son origine, c'est bel et bien l'épée, et à ne pas confondre d'ailleurs avec le sabre qui ne dispose que d'un seul tranchant, tandis que l'épée en a deux. Que ce soit pour la guerre ou encore pour le sport, l'épée a toujours la même fonction, celle de terrasser son ennemi et ça avec aisance. Et vous allez voir que son passé est aussi riche que ses légendes, évidemment nous allons nous concentrer uniquement que sur une seule partie du monde, l'Europe en l'occurrence, et ce sera largement suffisant, donc sans plus attendre, c'est parti. Du latin spata, signifiant chose plate, l'épée est une arme blanche à double tranchant pourvue d'une lame droite en métal et dans certains cas d'une gouttière. Bien que de nombreuses personnes associent cette arme au Moyen-Âge, songeons notamment à la légende arthurienne, il s'avère qu'elle est bien plus vieille que ce que l'on pourrait imaginer. En effet, elle existe depuis l'âge de bronze, en pleine préhistoire. Reconnaissable par sa lame dépassant les 30 cm, elle serait l'évolution directe des dagues de silex. Forgée à partir de bronze, alliage de cuivre et d'étain, on la considère comme la première arme de l'histoire par son usage exclusif, celui de blesser, mutiler et abattre son ennemi. C'est d'ailleurs à la fin de cette période que toutes les parties de la poignée sont enfin distinctes, en l'occurrence la garde, la fusée et le pommeau. Mais surtout, c'est à ce moment, et encore plus par la suite avec l'âge de fer, que l'épée acquiert une certaine valeur aristocratique, la rendant relativement coûteuse et de plus en plus complexe à élaborer. Cela aura pour effet de la raréfier, au point de la retrouver presque exclusivement dans les tombes de personnages relativement importants. C'est quelque chose d'ailleurs qui reste très valable pendant l'Antiquité, c'est une arme d'excellence utilisée par les cavaliers pour terrasser les fantassins, même si bien évidemment à cette époque il était encore très courant d'utiliser un couteau long comme le scramasax qui était largement moins coûteux et tout aussi effectif. Dans le dernier quart du IVe siècle, l'épée celtique, que l'on appelle cladion en gaulois, devient un élément primordial de l'équipement du guerrier. Au fur et à mesure, sa lame s'allonge et sa pointe s'arrondit, lui donnant un usage quasi unique de taille. Pour information, lorsque je parle de la taille, je parle de la coupe effectuée par la lame, alors qu'au contraire, si on utilisait la pointe de l'épée, on parlerait de coup d'estoc. Et ce principe de lame arrondie va rester valable en Europe pendant très longtemps. D'ailleurs, certaines épées ont existé avec une pointe totalement inexistante, c'était des épées qui étaient utilisées notamment par les bourreaux lors du Moyen-Âge, mais c'est encore une autre histoire. Mais si l'on doit parler à présent des légionnaires romains, ces derniers utilisaient le glaive. Ils le portaient au côté droit, comme l'épée gauloise avant lui, et pouvaient atteindre plus de 60 cm durant le Haut Empire. Avec le temps, sa pointe se raccourcit et ses tranchants qui étaient courbés jusque-là deviennent totalement droits. En résumé, de par tous ses attributs, le glaive du légionnaire est sans aucun doute ce qui a contribué pendant très longtemps à la supériorité romaine. Bien évidemment, c'est sans oublier la spata, cette épée longue romaine utilisée par la cavalerie et qui était largement plus grande, pouvant atteindre plus de 90 cm. Au-delà de ces armes emblématiques, l'Antiquité en compte encore des centaines plus meurtrières que les autres, comme par exemple le fabuleux Xyphos utilisé par les Grecs anciens lors de batailles sanglantes. Mais si l'on doit parler d'une époque où justement l'épée marque son heure de gloire, c'est bel et bien le Moyen-Âge. Grâce aux longs siècles d'héritage technique, sa fabrication s'améliore aussi bien en qualité qu'en quantité. Pour rester dans l'Occident, le premier modèle iconique est l'épée mérovingienne, avec son pommeau triangulaire muni d'un anneau. Celle-ci sert à son tour d'inspiration pour la création de l'épée franque carolingienne, qui a la réputation d'être tout simplement la meilleure de son époque. Et ça à tel point que son commerce est interdit en dehors de l'Empire, mais ça ne l'empêchera pas d'être perfectionné et copié par les Vikings. La suite, vous l'imaginez, les peuples du Nord vont totalement améliorer cette épée viking pour la rendre plus légère en allongeant justement sa garde et bien sûr en la rendant plus solide avec un acier beaucoup plus qualitatif. L'épée en elle-même est d'abord fabriquée avec du fer pour la souplesse et par la suite on y ajoute justement du carbone pour la rendre beaucoup plus solide mais pour obtenir aussi un tranchant beaucoup plus percutant. C'est un travail assez pénible surtout si la personne travaille seule et avant l'invention du haut fourneau qui se situe au XIVe siècle. Là, on pouvait compter environ plus d'1 mois et demi de travail pour une seule pièce. Encore aujourd'hui, suivant le modèle, la technique et les matériaux utilisés, cela peut prendre énormément de temps, comme par exemple on peut l'observer sur le site de Gaël Fabre, un forgeron très talentueux, qui a eu d'ailleurs l'audace et d'ailleurs l'intelligence de mettre tous les détails sur la fabrication de certaines épées. Je vous conseille d'ailleurs fortement d'aller voir ce site, il est vraiment très intéressant. Cependant, il faut aussi tenir compte de la christianisation montante de l'époque qui élimine les runes et autres symboles païens des épées pour les remplacer par des reliques ou autres inscriptions religieuses. Elles deviennent alors de véritables symboles. La garde et la lame évoquent la forme de la croix, on les utilise lors des cérémonies d'adoubement ou de couronnement, sans oublier le fort message illustré par la doctrine des deux glaives qui déclare le pouvoir spirituel supérieur au pouvoir temporel.
En d'autres termes, le pouvoir de l'église est plus important que celui des souverains, ce qui est assez logique à cette époque. Bon, alors bien sûr, jusqu'à maintenant, nous avons parlé des armes, mais les protections existaient, comme par exemple la côte de maille qui pouvait même protéger d'un coup d'estoc. D'ailleurs, à propos de ce dernier, il était considéré comme étant relativement lâche et fourbe, tandis que la taille était associée au prestige, ce qui est assez logique et même très intelligent dans le sens où l'estoc comparé à une armure pleine n'a aucun effet. Si on frappe avec un coup d'estoc sur une armure, ça aurait pour effet de l'abîmer, voire même de casser l'épée, ce qui est relativement stupide. C'est pourquoi la taille était très utilisée et adorée par la reine des batailles, qui est la cavalerie. Je ne vous parle même pas de la tête des personnes qui étaient à terre lorsqu'on voyait une charge arriver sur soi, ça devait être totalement terrifiant. Donc en gros, si vous êtes face à un adversaire, vous savez que la taille sera plus effective que le coup d'estoc, suivant la protection qu'il a. Mais bon, aujourd'hui, c'est très rare de voir quelqu'un se balader avec une armure pleine. Ce qui est logique. Bref, dans tous les cas, j'espère que vous avez apprécié ce nouvel épisode. Malheureusement, je n'ai pas pu le compléter comme je le souhaitais, car à la base, j'étais censé aussi y mettre une interview de Gaël Fabre, le forgeron. Malheureusement, ce dernier n'a pas eu le temps de répondre à mon email, et c'est quelque chose donc que je réserverai pour une prochaine fois dans une nouvelle vidéo qui viendra compléter celle-ci. Donc d'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao!